Bonjour Morgane, bonjour à tous et bienvenue pour ce 28e épisode d'Arrêt Caméra. Bonjour Julie, bonjour tout le monde. 28 épisodes, bientôt 30, ça fait bizarre. On va arriver à 30 d'ici à la fin de l'année. Ça fait quoi, 1 an et demi qu'on s'est lancé, Morgane, à peu près? Ouais, J'ai perdu le compte. C'était août 2022, donc effectivement, 30 épisodes pour 1 an et demi, c'est pas mal. Et oui, et ça veut dire que notre couple tient toujours, ce qui est plutôt positif. Blague à part, pour ce 28e épisode, on n'a pas prévu de sujet qui fâche parce qu'on a trouvé avec Morgane qu'il n'y avait pas spécialement de quoi fâcher sur cette dernière quinzaine. Ouais, c'est un peu une actu pauvre en ce moment en fait. Enfin, on va pas s'en plaindre, hein. Généralement quand on a des sujets qui fâchent, c'est pas forcément positif. Donc là, c'est pas plus mal que les gens se tapent pas sur la tronche sur des sujets style la chronologie des médias, je sais pas, la grève des scénaristes, etc. Ça fait du bien. Pour une fois qu'on y échappe, que c'est matin calme côté sujet qui fâche, donc ça l'est pas de toute façon côté cinéma parce qu'il y a toujours des choses qui sortent. Toujours plein de films, ouais. Oui, et encore heureux. Encore là, il a fallu faire un certain tri. Donc, pour ceux qu'on a choisis avec Morgane, côté cinéma, il y a un film qui est un petit coup de cœur pour moi, j'en dirai un peu plus longuement quand on y viendra, Un hiver à Yanji. Ouais. On a aussi choisi forcément de parler de Napoléon, qui est certes un sujet qui fâche en soi pour les spectateurs français, mais de toute façon, on en parlera au moment du film. C'est peut-être ça le sujet qui fâche au final. Même si nous, Ridley Scott nous a pas fâchés parce qu'on ne peut pas dire qu'il ait fait des films excellents ces derniers temps. Autrement, on parlera aussi de Mars Express, qui est la bonne surprise côté animation, un premier long métrage. Qui n'est pas le film, à chaque fois que je le tape sur mon téléphone pour tweeter dessus, le correcteur me dit Mars Express, c'est un peu... Non. Ça aurait pu être marrant, Mars Express, mais non, ce n'est pas un film communiste, c'est un film sur la planète rouge, mais pas sur le... Pas sur le parti rouge. Et côté VOD, SVOD, une bonne surprise alors qu'on voulait pas le voir, Bottoms. Ouais, effectivement. Pareil, je crois qu'on avait teasé sur le fait qu'on ferait Saltburn de Emerald Fennell, mais le film a été... il est dans les limbes, on sait pas où il est. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'ils veulent le sortir en salle, enfin j'en sais rien. Il y a pas de nouvelles. Ou alors ils veulent si vous savez, dites-nous. Il va peut-être le sortir pendant la campagne des Oscars, je sais pas. Enfin, on va en savoir. Du coup, il s'est tombé dessus, ce film OVNI, on va dire. Et on va en parler. Ouais, c'était peut-être une bonne surprise pour teaser. Allez, c'est parti. On commence avec le 3e long métrage du réalisateur singapourien Anthony Chen, Un hiver à Yanji, distribué par Noorfilm, qui est également le premier film qu'il a tourné à l'étranger, dans le nord de la Chine, à la frontière de la Corée du Nord. Un territoire, Morgane, qu'on a vu pas mal au cinéma? Non, c'est la première fois, on est d'accord? Alors moi, je ne sais pas, je n'ai pas une connaissance ultime du cinéma chinois, ou d'ailleurs en tout cas, mais effectivement, je crois que c'est la première fois que je voyais ce territoire, en tout cas au cinéma. C'est peut-être que vous ne connaissez pas Anthony Chen, mais c'est vrai que c'est un cinéaste qui est un peu oublié depuis quelques années, mais il faut savoir qu'il a reçu la Caméra d'Or pour son film Ilo Ilo en 2013, des mains d'Agnès Varda notamment, et que son précédent long métrage, Wet Season, sorti en 2019 il me semble, n'a hélas pas connu la même reconnaissance. Il n'avait pas fait de festival à part Toronto, donc effectivement ça aide pas à ce genre de film de se faire connaître. Tu l'avais vu toi, Morgane? Oui, je l'ai vu. C'était bien? C'était moins bien que Ilo Ilo. C'était pas nul, c'était un film sur les immigrés chinois à Singapour. En tout cas, avec Un hiver à Yanji, je pense qu'on entendra peut-être un peu plus parler du film, même si c'est pas le film qui marche le plus de la semaine, mais ça marque en tout cas le retour du cinéaste à Cannes. Il a un certain regard. Il a certes rien gagné, mais voilà, au moins Anthony Chen est de retour back in the game. Julie, est-ce que tu peux nous résumer le film ? Oui, alors c'est un jeune chinois, Hao Feng, qui débarque à Yanji pour un mariage. Il tombe sur Nana, qui est guide touristique. Après avoir perdu son téléphone, au lieu de pouvoir rentrer à Shanghai, il se retrouve coincé à Yanji.
Et il enchaîne les soirées avec Nana qui lui présente son meilleur ami, Xiao, qui est cuisiné. Ensemble, disons qu'ils vont faire un petit peu les 400 coups, s'amuser et naîtra entre eux des sentiments mêlant amitié et amour. Je pense pas que je puisse mieux résumer le film, Morgane. Ouais, t'as bien résumé le film et d'ailleurs t'as cité les 400 coups, alors que bon, c'est évidemment une référence, mais la vraie référence du film, je pense que c'est Jules et Jim de François Truffaut. Parce que le film se calque complètement sur la dynamique du trouble en fait. Même si les deux personnages masculins n'ont pas forcément comme dans Julie et Jim, n'ont pas forcément de rapport amoureux entre eux, mais quoique il y a quand même une certaine ambiguïté dans le film de Anthony Chen. Mais voilà, en tout cas, c'est une tendance naturaliste qui a complètement pris Anthony Chen dans son film, d'ailleurs dans les films précédents également. Je crois que t'as pas vu d'ailleurs les films précédents d'Anthony Chen. Non, c'est une découverte totale pour moi, Morgane. Et pour en revenir à la thématique du couple, enfin pas du couple, du trouble, c'est ce qui fait, à mes yeux, d'un hiver en Yanji, une sorte de coup de cœur. En fait, l'idée de base du film, qui est de montrer un trouble sans sombrer dans les travers habituels de la fiction qui parle des troubles, c'est-à-dire la jalousie ou, disons, le meurtre, ou bref, les problèmes et les ennuis. On n'est pas du tout là-dedans, on est dans la poésie pure, parfois peut-être un peu trop, Morgane. Mais voilà, il y a un parti pris que je trouve très très intéressant, et je dis ça au sens de son originalité, c'est-à-dire que la manière dont le scénario est écrit et ce qui s'y déploie du coup dans Un hiver à Yanji, pour moi c'est quelque chose que je n'ai de mémoire jamais vu. Il y a une sorte, malgré les difficultés, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas forcément d'argent, hormis Aofeng justement, mais je veux dire les deux autres n'ont pas forcément d'argent. Lui, il vient de Shanghai, donc c'est celui qui a l'argent. C'est ça. Mais les autres, il y a un côté débrouille, 3 bouts de ficelle, il y a aussi toute une réflexion sur l'émigration nord-coréenne en Chine et les rapports entre la Corée du Nord et la Chine en filigrane. Bref, mais au-delà de ça, je trouve qu'avoir imbriqué, on va dire, cet aspect-là du film avec un trouble où il n'y a pas de vraie difficulté, ça n'empêche pas que le film n'a pas non plus d'enjeu scénaristique. Et voilà, il y a cet équilibre-là qui tient, et je trouve qu'il en fait quelque chose de très beau, Anthony Chen, malgré l'absence d'un drame appuyé. Enfin, moi, ça m'a vraiment convaincu. Bah en tout cas, ce qui est marrant, c'est que il fait croire, en tout cas au départ, que ça pourrait être un enjeu dramatique du film, sauf qu'en fait, il évacue vite. C'est plus du tout le sujet du film, le triangle, en fait, et le sujet du film, c'est comment chacun des personnages va évoluer, passer un cap, en fait, parce que chaque personnage a une problématique, on va dire. Par exemple, Aofeng, lui, il est dépressif, mais vénère, hein, c'est pas... Ah oui, il est vraiment dépressif. Et à mon niveau, Morgane, c'est peut-être, on va dire, l'arc d'Un hiver à Yanji qui m'a le plus touchée, parce que dans sa manière de montrer la dépression, il le fait avec quelques éléments qui sont à peine appuyés. C'est pas du tout exagéré, c'est-à-dire que on le voit Aofeng refuser à plusieurs reprises l'appel d'une psychiatre. On le voit pleurer, on le voit dans quelque chose de vertigineux et de très... pardon, c'est un peu triste ce que je vais dire, mais de très authentique par rapport à la dépression. C'est-à-dire qu'il y a des scènes où il se rapproche du vide, comme s'il était attiré par le suicide et par le vide, et au final, à chaque fois, à la dernière seconde, il se recule, il y va pas, il hésite. Ce sont des expériences réelles, et je me demande... En fait, je peux pas m'empêcher de me demander s'il y a une part d'autobiographie ou pas, la part d'Anthony Chen dans ce personnage. Il me semble que j'avais lu qu'il s'était servi de son expérience du Covid et le fait de la solitude, etc. pour le mettre dans le film. Après, je suis pas sûr que c'était... qu'il ait vraiment ressenti la même dépression que son personnage, mais possible qu'il ait ressenti des choses un peu similaires. Pour Nana, par exemple, elle, c'est censé être une... D'ailleurs, ça attaque un peu le besoin de réussite, de succès en Chine, notamment via le sport. Et c'est une ancienne patineuse qui s'est blessée et qui ne veut plus refaire du patin. On ne sait pas si, en soi, la blessure qu'elle a eue, ça a eu un vrai impact sur ses réussites sportives, mais du moins, ça l'a en tout cas traumatisée, je pense. Il y a quelque chose, je trouve, Morgane, chez Nana, de très représentatif par rapport à la génération actuelle des vingtenaires. On lit pas mal dans les médias. En Chine. Ouais, mais pas que non, même à travers le monde, même si là, en Chine, c'est particulier, comme tu l'as dit, Morgane, par rapport aux besoins
de performance, en partie dans le sport, et surtout à la performance qui est attendue de la part des anciennes générations et des espérances qu'elle place dans les jeunes. Mais en dehors de ça, je trouve que Nana, elle représente bien, même d'une manière, on va dire, universelle, c'est pas un ressenti, c'est plutôt un état c'est un état de fatigue en fait. C'est-à-dire qu'on a vu énormément d'articles dans les médias, partout, dans à peu près toutes les langues, sur la fatigue ressentie par les vingtenaires qui ont connu le Covid et comment ils n'ont plus spécialement envie de se dépasser, de travailler, de faire en fait ce que les générations précédentes faisaient, certes pas forcément avec non plus facilité ou envie, mais le faisaient quand même. Et là, il y a vraiment une dénégation, voire un renoncement de tout ça. Et je trouve qu'elle l'incarne avec beaucoup de justesse. Et pour moi, pourtant, je trouve que c'est Xiao qui représente le mieux ça, en fait, parce c'est celui qui a, en fait, où tu te rends compte qu'il n'a pas eu forcément de qualité spéciale avant d'arriver ici. C'est l'homme lambda du film. Voilà, et en fait, on va dire, c'est un glandeur en soi, parce qu'il est censé bosser à son restaurant, mais on ne le voit jamais travailler, en fait. On le voit une ou deux fois faire la cuisine, et encore. Et on voit les plats, mais on ne voit pas tout à fait cuisiner, enfin, vite fait, quoi. C'est ça, parce qu'il travaille chez sa tante, en fait, qui tient un restaurant. Et en fait, la fin du film l'emmène vers une sorte de fuite en avant en moto. Et il y a un côté un peu vraiment... effectivement, la fuite, on ne sait pas où il va d'ailleurs. Fuite du pays, fuite de la région. On ne sait pas ce qu'il cherche. Mais en tout cas, c'est pour moi, c'est celui qui représente le plus ça. Mais effectivement, le personnage de Nana, tu as raison, avec peut-être plus d'enjeux encore que Xiao. En même temps, chez Xiao, il y a une sorte de pragmatisme, en fait, que je trouve moins chez les autres personnages. En vrai, du trio, c'est peut-être celui qui est le plus optimiste dans ses élans. Et pourtant, c'est celui, comme tu l'as dit, Morgane, qui a le moins de qualités, disons, qui le font sortir du lot. C'est vraiment l'homme lambda qui vit avec ce qu'il a, qui a parfois des idées assez marrantes qu'il essaie, on va dire, de proposer à ses amis pour les inclure dans ses propres délires, en fait. Mais non, tout ça pour dire que de manière générale, ce sont trois personnages à la psychologie plutôt établie et que j'ai trouvé très attachants. En fait, depuis le début, en parlant d'Univers à Yanji Morgan, j'ai l'impression de dire des banalités et d'enfoncer les portes, mais c'est vraiment bien dans son genre de film. Oui, on va dire qu'il arrive à dépasser les risques surtout actuellement, quand on filme notamment la jeunesse dans le monde actuel, dans les problématiques qu'ont justement, tu les as citées, hein, le fait de trouver sa place, le fait de pas forcément devoir porter le flambeau en fait pour faire plaisir aux anciennes générations. Et aussi dans les rapports amoureux, amicaux, le film sort du lot parce qu'on a tendance à voir les films aujourd'hui, notamment je pense à Julie en 12 chapitres ou Past Lives qu'on a vu qui sort bientôt, mais qui représente un peu ça, avec une certaine, à la fois une forme de chasteté, de pureté, et un peu une forme aussi de métaphysique, mais un peu... alors c'est plus le cas dans Past Lives que dans Julie en 12 chapitres, mais... Ça y est aussi. Voilà. Une sorte de poésie, justement, tu l'as cité, qui est un peu gênante parce que c'est un peu tarte à la crème, alors que dans Yanji, alors attention, trigger warning, il y a un passage que j'ai pas trouvé réussi du tout dans le film, c'est quand il essaie justement d'avoir une envolée un peu mystique qui est justement en écho avec le lieu, parce que bon, le lieu il a une importance, hein, et d'abord le titre français qui s'appelle Univers Yanji, je colle plus à ça parce que le titre original c'est The Breaking Ice, d'ailleurs qui est un meilleur titre en soi, mais la glace cassée, mais qui correspond pas trop à l'histoire. Finalement c'est pas en rapport avec l'histoire, et encore voilà, elle est plus symbolique, alors que Yanji ça met en rapport directement le lieu, parce que le lieu a une importance, le lieu a une âme dans le film, et justement il y a une légende autour d'une montagne, d'un lac céleste, et le film du coup vers la fin on va dire, cette espèce d'échappée, de randonnée à la nature, et qui accouche d'une scène avec un ours qui est un peu qui ridicule. est un peu le commun du cinéma, Morgane, la rencontre de l'humain avec l'animal qui se trouve là par pur hasard et on ne sait si c'est dangereux ou pas. Ça pour le coup, cette partie-là, pour moi, est limite une anomalie d'Univers à Yanji, parce que j'ai l'impression de l'avoir vu énormément de fois au cinéma. Ouais, d'autant plus qu'il y a un rapport un peu... Alors, à la fois la rencontre de l'animal, mais c'est aussi parce quand il parle de la légende, c'est un animal qui est
des pouvoirs quasi divins, etc. Enfin, il y a une forme aussi de mystique et effectivement, on est plus dans du réalisme magique à ce moment-là. Et j'ai trouvé la scène déjà pas très belle parce que bon, il essaye de montrer un ours en effet visuel, mais bon, il a pas le budget d'un film américain par exemple. Et bon, il essaie, hein. Mais surtout la scène n'est pas très intéressante et puis on comprend pas trop pourquoi il la met là en fait. Bon, il lèche la blessure de Nana, enfin ok, mais c'est pas vraiment. En fait, à la limite, la tempête qui se préparait avec le trio qui veut voir le lac Céleste, je pense que là on aurait pu avoir quelque chose de plus puissant et en fait ça accouche d'une souris quoi. Il y a peut-être pour rester dans le détail d'un Hiver à Yanji, Morgan, des scènes dont la poésie est effectivement, bon là c'est peut-être le pire exemple du film, sans dire non plus que c'est absolument mauvais, enfin c'est juste moins bien que le reste, mais il y a des scènes plus ou moins de qualité en matière de poésie d'un Hiver à Yanji, et il y en a une que moi j'ai trouvée très belle. C'est une scène charnelle sous la douche qui ne montre finalement pas grand-chose. Enfin, je veux dire qu'elle n'est pas du tout voyeuriste, elle n'est pas, entre guillemets, pornographique, mais elle est très chargée en érotisme et je l'ai trouvée très belle parce qu'elle se joue comme ça avec quelques éléments, un rideau de douche, une main qui passe, une gestion du son voilà, qui est alignée et... Ouais, moi, c'est une des plus belles scènes que j'ai vues au cinéma cette année. C'est vrai qu'il y a des éclats de mise en scène qui détonnent avec certaines parties un peu plus classiques et moi qui m'ont plus gêné que toi. Je pense notamment, alors on citait notamment le côté réalisme magique, etc. qui m'a gêné, mais peut-être ce qui me dérange le plus dans le film, c'est en fait la manière dont il filme la liberté, c'est des lieux communs, la rivière en moto, la soirée en boîte de nuit. Oui, des gens qui courent. Finalement, enfin, c'est des choses qu'on a déjà vues et qui sont toujours représentées utilisées pour représenter ce genre de sentiments. Et bon, et en même temps, d'un côté, c'est assez novateur dans le cadre, le lieu qui est assez étrange hein, d'ailleurs, parce qu'il exploite ça, le fait qu'il y ait des gens qui parlent en coréen, des gens qui parlent en chinois, c'est assez intéressant. Et justement, Morgane, après ce sujet, je voulais revenir sur l'aspect politique du film. Comme on l'a dit, Oui. C'est pas un coin qui est souvent filmé. Il y a comme ça... Il y a une réflexion sous-jacente sur qu'est-ce que c'est l'assimilation, comment les Coréens s'intègrent en Chine, comment un Chinois, entre guillemets, qui n'est que chinois, parle avec des Chinois, mais qui en fait sont Coréens d'origine, comment tout ça s'articule, c'est examiné dans le film, avec aussi ce personnage-là qui est un voleur, qui est accusé et recherché activement par les autorités, et dont on comprend que c'est un Chinois d'origine coréenne. C'était un Chinois d'origine coréenne, pour moi c'était un Coréen, mais... Pour moi c'était un Chinois, ou alors il était échappé de Corée du Nord. Non, il me semble que c'est un type de Corée du Nord qui s'est échappé et qui, du coup, il a volé, il est recherché activement et on ne sait pas ce qui va lui arriver d'ailleurs parce qu'il se fait retrouver. Effectivement, ça ancre le film dans une sorte de présent politique qui est pas inintéressant d'ailleurs parce que bon ça mérite déjà de montrer des choses dont on n'est pas au courant parce que c'est vrai que la Corée souvent la filme via la Corée du Sud, mais c'est vrai qu'en Chine aussi il y a des immigrés qui quittent la Corée du Nord pour aller en Chine pour une meilleure vie. Oui, parce que c'est la Corée du Nord l'une des seules frontières relativement ouvertes, si tant est que ça puisse être ouvert avec une dictature, c'est en dehors de la Russie via la Chine. Et donc je pense que c'est plus simple pour eux de quitter la Corée du Nord pour aller en Chine que pour aller en Corée du Sud. Après, je suis pas sûr que l'accueil soit le même pour eux parce que effectivement la Chine a des liens étroits avec la Corée du Nord, alors que la Corée du Sud, ils les accueillent, ils les remettent pas là-bas, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais c'est plutôt une bonne idée, même si ça reste globalement en filigrane et j'ai envie de dire c'est un peu comme une quête annexe dans un jeu vidéo, tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr, mais là où je trouve que ça fait écho au vécu de Nana et Xiao, c'est que quelque part, en nous montrant ce personnage, bon, ça va pas plus loin que ça, mais ça nous dit que ça aurait pu être aussi leur destin s'ils n'avaient pas eu celui-là de vivre dans une certaine liberté via leur assimilation. Mais malgré cette assimilation, il n'empêche que Nana, finalement, malgré son échec dans le patinage artistique, elle
elle est réduite à faire guide pour des Chinois sur la Corée, en vantant les mérites du pays, son histoire, sa culture. Bon, il y a quelque chose là-dedans d'un peu exotique, quoi. Ouais, c'est exotique. Pourquoi c'est exotique? Non, je sais pas. Non, ce que je veux dire, je l'ai mal exprimé. Je veux dire que, au final, elle se retrouve à faire un métier qui la renvoie à ses origines et pas à sa propre assimilation en Chine. Ah oui, j'ai compris ce que tu voulais dire, effectivement. Je l'avais mal dit, pardon. Parce que pour toi, elle est d'origine coréenne? Bien sûr. Ah, ça, j'ai pas saisi dans le film, je t'avoue. Pour moi, elle était chinoise. Elle s'est juste retrouvée ici parce que elle cherchait un endroit où vivre et, après l'échec de sa carrière. J'avais pas capté qu'elle était d'origine coréenne. Pour moi, oui, mais je l'ai peut-être mal compris. Oui, alors peut-être qu'on a mal compris le film. Ah bah, j'espère pas. Je chercherai. Mais oui, effectivement, mais en tout cas, il y a un thème du fait d'être déraciné, etc., qui est intéressant dans le film, parce que de toute façon, c'est des personnages qui se retrouvent ici, un peu par hasard, parce que... et un peu aussi comme effectivement, les immigrés de Corée du Nord qui cherchent à quitter leur vie d'avant, donc la Corée du Nord. Ces personnages cherchent à quitter l'endroit où ils étaient, c'est-à-dire la Chine la Chine continentale, leur vie passée. Je crois que le personnage de Xiao, c'était dans le Sichuan. Et donc, Hao Feng, donc lui, il cherche pas à quitter Shanghai, mais tu sens que c'est pour ça qu'il reste plus longtemps que prévu dans son voyage à Yangji, parce qu'il a pas forcément envie de retourner là-bas, parce que là-bas, il y a la déprime qui revient, etc. Et puis, il y a le travail aussi qu'il aborde rapidement, qui est, en fait, on ne comprend l'origine principale de sa dépression. De son mal-être, ouais. Et donc, oui, effectivement, il y a cette parallèle entre les deux qui, effectivement, donne un film... assez original, même si pour moi, je suis été un peu déçu de l'exécution, en fait, de comment l'histoire se déroule, de la manière dont il montre surtout la recherche de liberté et la quête de liberté qui passe par des tropes, en fait. En tout cas, de mon côté, Morgane, ça m'a donné envie de creuser la filmographie d'Anthony Chen et particulièrement de regarder sa caméra d'or, Ilo Ilo. On verra ce que j'en pense. D'ici là, on va passer à un film qui n'a absolument rien à voir, ni en termes de moyens, ni en termes d'ambition, ni en termes de sujet. Ah si, il y a de la neige quand même. Ah oui, tu as réussi à trouver un point commun entre les deux. D'ailleurs, assez marrant, le film d'Anthony Chen commence par la même séquence que La Reine des Neiges, c'est-à-dire des personnages qui sortent des blocs de glace d'un lac. Et d'ailleurs, il y a un lac gelé aussi dans Napoléon. Enfin, c'est fou, quoi. La thématique de ce 28e épisode d'Art et Caméra, on va parler de Napoléon de Ridley Scott. Ridley Scott est un réalisateur très actif. À 84 ans, il a fait 3 films en 3 ans, et d'ailleurs, va y en avoir encore un qui va venir l'an prochain, normalement, si tout va bien, qui est la suite de Gladiator. Donc, les 3 films qu'il a fait, c'est Le Dernier Duel, le film sur Gucci, et désormais Napoléon, qui est, on peut le dire, un succès surprise au box-office mondial, Morgane, et qui marche aussi très bien en France. Oui, c'est un succès surprise, notamment en ce week-end de Thanksgiving, qui a dépassé le film de Disney, d'ailleurs. Sûrement aux États-Unis, donc ça c'est assez étonnant. Un imprévu pour eux, quoi. En tout cas, en France, le film fait pas mal jaser les historiens et tous les facts, je vais y arriver, checkers du dimanche. Pourquoi? Et surtout, en dehors de ces libertés, des prises de liberté avec l'histoire, est-ce que Napoléon Made in Ridley Scott est un bon film? On en parle après ton résumé, Morgane. Alors, le résumé est assez simple. Vous vous en doutez de quoi parle le film. L'histoire de Napoléon. Ouais, alors bon, avec un petit twist quand même. Les origines de Napoléon et de son ascension, aussi impitoyable que rapide, depuis sa promotion à l'époque de la Révolution jusqu'à ses derniers jours, à travers le prisme de sa relation addictive et explosive avec sa femme et unique amour, Joséphine. Alors, Morgane, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu de film sur Napoléon. Et je parle pas de Christian Clavier dans Les Visiteurs 3 qui fait Napoléon en parlant de Y a plus de lait. Dans Les Visiteurs 3, il fait ça? De mémoire, oui, il y a une période sur la Révolution. Ah mais je l'ai pas vu alors. C'est pas grave, tu n'as pas les références bien franchouillardes. Alors attends, Les Visiteurs 3 ou Les Visiteurs et la Révolution? Parce que je sais qu'il y a Alors c'est peut-être Les Visiteurs et la Révolution. Mais c'est peut-être Le Visiteur 3 parce qu'en fait il y a un visiteur en Amérique, mais c'est un peu genre un film qui est pas vraiment le Visiteur Universe. En tout cas, il y a un visiteur avec un Napoléon. Blague à part, c'était pas la meilleure des références. Mais donc, pour en revenir à mon sujet, non, des Napoléons, il n'y en a pas eu depuis un petit moment. Alors, il y a eu pas mal de polémiques initiales autour de ce Napoléon que j'avoue comprendre un petit peu. Alors, en dehors des talents d'acteur de Joaquin Phoenix, j'estime qu'il est trop vieux pour jouer Napoléon.
Enfin, quand je dis trop vieux, c'est que Napoléon est mort à un peu plus de 50 ans, 51 ans, quelque chose comme ça. Enfin, Joaquin Phoenix les a pas encore. Mais disons que voir quelqu'un de son âge jouer un jeune homme fringant de 20 ans, on n'y croit pas du tout. Ils ont choisi de lui accoler une Joséphine incarnée par Vanessa Kirby, qui a bien 10 ans de moins que Joaquin Phoenix, alors qu'en vrai, Joséphine était plus âgée de 6 ans que Napoléon lui-même. Donc bon, déjà, le film, à mes yeux, il partait pas très très bien. Après, voilà, là, c'est un peu de la gnognotte. Ce que je dis, ça n'a rien à voir avec le projet en soi. Mais donc, pour... Oui, mais t'as pas tort, parce qu'en fait, il y a un problème dans le film qui est quand même assez... Pour moi, il y a un manque de crédibilité. C'est là où je voulais en venir. Il y a un problème de vraisemblabilité, notamment pour nous faire avaler que Joaquin Phoenix, c'est Napoléon à 20 ans, et c'est bizarre. Et je comprends pas pourquoi pas utiliser un autre acteur, pourquoi pas utiliser un effet visuel. Globalement, c'est un peu ce côté un peu je m'en foutisme et je m'en bats en fait c'est ça, je m'en bats les couilles, c'est ce qu'il dit de toute façon. Ridley Scott, quand on lui pose des questions sur le film, dès qu'il y a un truc qui va pas, je comprends que les gens ça les saoule. Elle est assez rock la promo, j'avoue. Ouais, mais en même temps c'est marrant, enfin il est un côté punk, mais en même temps j'ai envie de dire il est un peu fatigant, papy, quoi. Mais surtout que le film il empathie en fait de ce côté je m'en fous, parce qu'en fait ça se ressent dans tout le film. Le film c'est vraiment je fais mon Napoléon mais en mode freestyle, quoi. Alors justement, Morgane, on va y venir. Il y a le parti pris principal de ce Napoléon qui est pas vraiment crédible, et je ne parle que de cinéma, je parle pas du tout, mais on va y venir plus tard, je parle pas de cohérence historique ou d'exactitude historique. Le film nous dit, donc c'est la thèse de ce Napoléon, il nous dit que Napoléon a mené toutes ces batailles, Austerlitz, la Russie, il y a quoi d'autre, il y a Waterloo, il y a Toulon, non, Toulon c'était avant, pardon, mais disons... L'Égypte aussi. Voilà, l'Égypte, bref, toutes les batailles, disons, à partir de l'Égypte, donc Toulon encore une fois mis à part. Oui, il y en a qu'on n'a pas vu dans le film, évidemment. Mais bien sûr, mais bref, la thèse du film est que toutes les batailles ont été menées uniquement pour les beaux yeux de Joséphine. Et déjà là, moi je me sens un peu prise en tant que spectatrice pour un jambon, parce que je me dis... J'ai un réalisateur qui est sérieusement en train de me faire croire pendant 2h30 qu'un homme a gouverné et est devenu un monarque au sens où il était l'empereur le plus puissant d'Europe à son époque pour une femme, et qu'en plus cette femme, il la malmène dans le film. Enfin, déjà là, j'y crois pas du tout, en fait, Morgane. Mais en fait, ça passe entre guillemets parce qu'en fait, tout le film occulte tout ce qui est en fait à côté de la relation Napoléon et Joséphine et ses batailles. Après, ça se justifie quelque part, Morgane, parce que c'est 2h30 de film et que ça aurait été compliqué de tout regarder, mais quand même, il aurait fallu un peu dégraisser le mammouth, parce qu'il y a des passages qui sont inutiles. Dégraisser le mammouth, j'adore l'expression. Ah, je les sors toutes de... Non, mais c'est vrai que du coup, la France n'existe pas dans le film, ça n'existe pas. Enfin, c'est un parti pris, encore une fois, c'est un choix. En fait, elle existe, mais alors justement, on va y venir, Morgane, elle existe avec un folklore qui est... alors moi, j'ai trouvé ça, mais effarant. Quand je dis un folklore effarant, c'est que donc la terreur s'est montrée n'importe comment. Enfin, je veux dire, bon, bref, voilà quoi. On coupe la tête, on guillotine des gens avec leur perruque, alors que comment tu veux bien couper la tête de quelqu'un si tu lui laisses sa perruque? Enfin, c'est à ce niveau-là de cinéma, on peut pas y croire. Là, c'est visuel. Oui, non, mais je suis non, d'accord mais visuellement, c'est un peu bizarre. Alors, je ne suis pas une spécialiste de la guillotine, je n'ai pas l'habitude de couper la tête des gens. Mais enfin, un petit peu de bon sens. Il y a plein de petites choses comme ça. Donc, les Français coupeurs de tête, la terreur, la France était l'horreur absolue à l'époque. Robespierre était forcément un con. Les Français, ils pensent qu'à manger. Les Français, ils pensent que à copuler. Oui, excuse-moi. Non, tu le dis comme tu veux. Les Français, ils sont arrogants, ils sont insupportables, ils veulent envahir l'Europe, ils veulent faire la guerre à tout le monde. Enfin,
C'est un gros film de boomer, en fait, c'est assez marrant. On a l'impression de voir l'image de la France qui est arriérée, et on dirait vraiment le film de l'anglais qui n'a pas du tout... Exactement, c'est là où je voulais en venir, Morgane, c'est le film d'un anglais qui n'aime pas la France. Enfin, pardon, mais comment on peut le considérer autrement, quoi? Après, c'est son choix, hein. Il fait ce qu'il veut, je m'en fiche, mais le problème, c'est que le film, il prend des partis pris qui sont un peu ridicules, quoi, et difficile à mener, parce qu'en fait, Napoléon qui fait le guignol pendant 2h30... à essayer de coucher avec Joséphine, à ramper sur la table. En fait, je pense qu'il y en a, ils ont trouvé ça hilarant. Moi, je trouve ça juste ok, vu next, parce qu'en fait, tu le vois une fois, deux fois le faire. Et on a un petit sourire, mais ça s'arrête là, quoi. Le film est pas drôle, alors qu'il essaie d'en faire une farce. Et c'est aussi le problème de House of Gucci, en fait, qui était drôle au début, quand ils commencent à tomber amoureux, qui couchent ensemble sur la table du truc du chantier, là. Ce sont des films, Morgane, drôles, mais à l'extrême limite, malgré eux, et même encore, c'est plus pathétique que drôle. Bah ça, Ridley Scott n'est pas quelqu'un de marrant, en fait, hein. Il sait pas faire rire, et du coup, Napoléon, ça devient un peu une sorte de chemin de croix pour le spectateur, parce qu'il doit se taper... c'est très long. Il y a 2h30 de film, on va dire, sur 2h30, il y a 1h45 de côté farcesque, ridicule, et 45 minutes de bataille. Et moi, le côté farcesque ne m'aurait à la limite pas dérangé, même en n'étant pas drôle, si tout le monde en prenait pour son grade. Là, il y a Napoléon qui en prend pour son grade, Joséphine aussi, enfin, d'ailleurs, sa coupe de cheveux au début, elle est grotesque, enfin, ça devrait être interdit de montrer une actrice comme ça au cinéma. Non, mais oui, encore une fois, c'est je m'en fiche. Bien sûr, non, mais c'est je m'en foutisme le plus total, mais par contre... tous les autres rois, et pourtant ils sont ridicules, hein, avec leurs perruques, leurs manches bouffantes, leur espèce de regard de Merlan Free. Je dis ça parce que le reste du casting, hormis Joaquin Phoenix, n'a aucun charisme. En fait, c'est ça qui est marrant, il déteste Napoléon, mais au final c'est le seul acteur qui sort du lot. Qui sortent du lot, les autres, enfin, on les a vus, on s'en fiche en fait. Alors bon, aussi Rupert Everett, il est marrant dans la scène de Waterloo où il fait le Wellington, le général anglais, mais bon, c'est quoi, c'est 15 minutes de film. Le reste, les autres personnages, c'est juste des satellites qui tournent autour de Joaquin Phoenix, qui est très bien, même si je trouve que le rôle en soi est tellement unilatéral que c'est pas du tout le meilleur Napoléon que j'ai vu, quoi. Mais ça, Morgane, je trouve que c'est un petit peu la faute de Ridley Scott que les personnages satellitaires par rapport à Joaquin Phoenix manquent de charisme, parce qu'en fait, il leur laisse pas suffisamment de place. Enfin, hormis Joséphine, c'est un peu un cas à part. Mais le reste constitue juste des faire-valoir de Napoléon. Alors qu'ils auraient mérité d'être un petit peu plus caractérisés. Je sais pas comment, je suis pas moi-même réalisatrice, enfin pas encore du moins. Mais il y avait vraiment moyen de mieux faire, je pense. Et là, c'est un peu ni fait ni à faire. Enfin, déjà, dans le choix, j'en reviens, le choix de montrer comme ça que des batailles et de faire de personnages dans le film des espèces d'êtres non charismatiques, il y a un côté ambivalent qui m'a gênée. C'est-à-dire que pour moi, de deux choses l'une. Soit on décide de tomber dans la bouffonnerie la plus totale et tout le monde, comme je disais, en a droit pour son grade, et ça devient une réflexion éventuellement globale sur l'époque, sur l'Europe, sur le fait de faire la guerre au détriment des populations, par exemple, je dis n'importe quoi. Soit on lâche l'affaire et on y met un peu plus de complexité et, disons, on assume un film qui se focalise sur une personnalité qui était hors norme. Enfin, je veux dire, je suis pas du tout... d'ailleurs, un petit disclaimer. Enfin, de mon côté, je suis pas du tout une fan de Napoléon. Morgane, es-tu fan de Napoléon? Si tu veux qu'on le dise, non. Dis-le. Ah non, j'aime pas Napoléon, ça, donc... Voilà, j'ai aucune fascination pour Napoléon. Moi non plus. Mais après, il y a certaines choses qui peuvent être reconnues. Là, en fait, on sent... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sent que Ridley Scott, d'un côté... il veut le critiquer et c'est très bien, il a le droit. En fait, il veut détruire le mythe et c'est pas plus mal, voilà. Mais en même temps, on sent qu'il est tellement admirateur de Napoléon, quelque part, enfin je veux dire, il y a une espèce de fascination inconsciente un peu malingre. Par conséquent, tous les gens autour, c'est comme s'ils n'existaient pas. C'est comme s'il n'y avait quasiment que des figurants. Tahar Rahim, il est ridicule. Enfin, il sert à rien. C'est abominable. Et donc, comme ils sont tous comme ça, ils gravitent. Voilà, c'est des petites étoiles autour du soleil. On a envie de dire à Ridley Scott, mais t'es pas trop crédible dans ta farce parce que tu nous le montres comme un génie. Et alors ça, ce truc-là,
c'est montré de manière emblématique dans le traitement de la bataille d'Austerlitz, qui est un des moments les plus réussis du film Napoléon, parce que c'est pas tant qu'il est exact, mais disons que dans ce qu'il montre, il y a de la ressource de l'idée cinématographique, enfin, il y a la mise en scène. Donc avec la scène du lac et tout, et donc cette bataille, Austerlitz, au niveau de l'image, elle nous est montrée comme une réussite totale pour Napoléon. Le film nous montre ça, une réussite totale, une image d'une victoire quasi vengeresse sur les autres monarques qui avaient méprisé Napoléon, le général venu de Corse. Et à la fin du film, on a un carton avec l'alignement du nombre de morts par bataille, totalement orienté, comme si Napoléon lui-même avait tué ses propres hommes. Enfin, je veux dire, c'est lunaire. Et qui nous dit que Austerlitz, il y a eu tant de morts. Bah, pourquoi t'as pas montré le nombre de morts français dans le film ? Pourquoi, en fait, Ridley, je l'appelle par son prénom, pourquoi Ridley Scott a montré dans son film une victoire totale des Français pour nous dire à la fin qu'en fait, il y a eu tant de morts. Enfin, je veux dire, lui-même, avec son propre carton, il dit que ce qu'il a montré n'est pas vrai. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un peu une facilité en fait, ce carton final, même si le... On dirait qu'il s'excuse d'avoir montré une victoire des Français. Oui, bon, j'ai mis ça en scène, mais en fait, c'était pas si bien. Vous avez pris du plaisir à voir la séquence, mais en fait, parce que je l'ai bien mise en scène, mais Ayez en fait... honte, Français. Oui, bah, il y a un peu de ça. Après, moi, enfin, je t'avoue... Enfin, c'est vrai qu'il y a un côté un peu schizo dans le film chez Ridley Scott. Après... Est-ce que c'est vraiment un défaut ? Ça peut être assez fascinant par moment, mais parce qu'il veut montrer quelque chose, mais il fait autre chose en fait. En fait, c'est fascinant potentiellement, Morgan, je trouve, d'un point de vue psychologique. Bon, on se dit qu'est-ce que Scott pense, où est-ce qu'il veut en venir, mais en termes de cinéma, ça donne quelque chose de finalement assez pauvre. Bah, en fait, c'est ça que je voulais venir, c'est que le problème, c'est qu'il fait ça au service d'une satire, mais qui est même pas intéressante, même pas drôle. Et c'est un alignement de séquences bouffonnes, mais encore une fois, sans assumer complètement son côté grand guignol. Parce que d'ailleurs, en plus, le film, au bout d'un moment, il vire à la tragédie avec le personnage de Joséphine, où il essaye d'en faire une sorte de figure tragique, en fait. La pauvre femme qui était encore amoureuse de Napoléon, en sachant que c'était faux, elle était pas... Bon, et avec une tartine féministe un peu... Oui, voilà. Un peu... Enfin, pas très finote, quoi. Bah, ça fait un peu... Enfin, c'était déjà le cas dans le dernier duel, mais c'était plus fin, alors que là, c'est pas... c'est vraiment rajouté à la dernière minute, on a l'impression, c'est un peu gênant. Et surtout qu'on se désintéresse complètement Joséphine à partir de ce moment-là. Les séquences avec elle, c'est toujours les mêmes dans sa maison. Oui, parce que Joséphine, c'est vrai que Morgane, elle est toujours en intérieur, elle sort jamais. Non, bah alors, non, elle n'a pas d'existence. Voilà, elle n'a pas d'existence, c'est-à-dire qu'on lui dépeint une espèce de figure féministe. Bon, là aussi, c'est l'interprétation par rapport à l'histoire, mais allons-y, pourquoi pas, c'est un point de vue. Mais elle est toujours enfermée, elle sort jamais. Mais c'est pour montrer une emprise de Napoléon en fait. Mais alors qu'elle a le droit de sortir, alors qu'elle sort. Oui, je sais, mais je pense que dans son idée, c'est pour montrer que Napoléon était un salaud de paternaliste, vous vous rendez compte. Mais en fait, du coup, ça, c'est des scènes qui sont pas intéressantes, c'est ça le problème, et qui sont même pas bien mises en scène. Alors, la lumière, n'en parlons pas. Alors, c'est vraiment une lumière de plateforme de streaming. C'est affreux, enfin, les auditeurs doivent en avoir marre, mais on y revient, Morgane, toi et moi, à chaque fois. À la même chose, c'est que les films qui vont sur les plateformes de streaming ont une lumière dégueulasse, une photo dégueulasse, et toute cette esthétique-là est juste mais désastreuse. En fait, je suis d'accord avec toi et je suis pas d'accord. Je trouve que ça reste quand même la photo des films de Ridley Scott depuis quelques années. Un peu plus appuyée, certes. Mais en fait, on arrive dans une impasse totale. Là. En fait, les films sont vraiment très moches. Alors oui, traduis s'il te plaît, chum pour les gens, tout moche. Le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Mais déjà, le dernier duel, c'était pas beau. C'était pas beau du tout. Enfin, c'était du gris, mais c'était pas beau du tout, quoi. Ouais, mais à la limite, on pouvait dire que ça faisait un peu comme Kingdom of Heaven, un de ces films des années 2000, dans une photo grisonnante qui se veut écho au Moyen-Âge.
Ouais. Je sais pas, je cherche une explication. Bah, ça fait 20 ans que la photo elle est comme ça chez Ridley Scott. Alors il y a des moments c'est un peu plus heureux. Prometheus c'était plutôt joli hein, visuellement, même Alien Covenant. Mais le dernier duel c'était pas beau. House of Gucci c'était pas beau. Tout l'argent du monde là j'ai oublié le film, c'était moche. Il a perdu son mojo. Ridley Scott c'est des films qui sont pas beaux, qui en termes de mise en scène qui ont plus grand chose pour moi il y a aucune séquence qui sort du lot à part éventuellement la scène de bataille d'Austerlitz, mais globalement je trouve que c'est un peu fouillis les séquences de bataille. D'ailleurs je comprends, apparemment le film a duré 4h30 en vrai, il a monté, je pense qu'il a dû découper des séquences de bataille et du coup il y a des séquences où le pire c'est dans Waterloo où tu passes d'une scène à une autre, tu passes d'un camp à l'autre et c'est pas très bien coupé Morgan. Très haché, le montage est horrible et le film se vote complètement dans son projet le fait qu'il ait le cul entre deux chaises, entre à la fois je fais du tragique, à la fois je fais de la farce, à la fois je monte des batailles, à la fois il y a une sorte de côté patchwork, mais le problème c'est que c'est insupportable à regarder. Moi j'en avais marre, au bout d'un moment je regardais le temps passer parce que j'en pouvais plus quoi. Et puis c'est délicat parce que en fait ce qui est un petit peu compliqué c'est que pareil encore une fois j'ai beau ne pas être fan de la figure historique de Napoléon, le film nous force à regarder ces incohérences historiques. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais alors il y a des choses qui sont plus ou moins dérangeantes. Celles qui ne le sont pas, sur lesquelles beaucoup de personnes sont revenues, Morgan, pour moi, c'est au niveau de la mise en scène des batailles. Concrètement, que Ridley Scott se focalise à Austerlitz sur le lac gelé qui s'effondre pour dire que la majorité des soldats ont été tués à ce moment-là et pas un autre alors que c'est faux, on s'en fiche, c'est du cinéma. C'est une belle idée visuelle en soi. Bien sûr, c'est une belle idée visuelle, un peu moins... Même s'il en use un peu, tu te souviens, la séquence, il a montré moins 10 fois, j'en pouvais plus, mais bon, à la limite, il y a une idée. 10 fois des gens qui tombent dans l'eau sur un ralenti, une musique tonitruante et du sang qui coule. Enfin voilà, mais une idée visuelle un peu moins bonne, mais qui a le mérite d'exister, c'est quand Napoléon tire, j'avais envie de dire tirer à boulet rouge, mais son boulet n'était pas rouge, sur une pyramide en Égypte. Bon, alors beaucoup ont poussé des cris d'orfraie par rapport à ça. Moi, je trouve ça marrant, voilà, c'est du cinéma, on a envie de tirer sur une pyramide, il tire sur une pyramide, mais pourquoi pas. Surtout que le film, il a cette espèce de fil rouge avec Napoléon qui aime bien toujours tirer au canon. J'ai l'impression aussi de voir aussi un côté un peu très lourd de Ridley Scott en mode c'est un gros bourrin, il attaque au canon. Non mais c'est ça. Non mais c'est vrai. Et justement par rapport au fait de toujours attaquer, le film n'a aucune cohérence. Enfin, là, au niveau justement des faits historiques, à quel moment on peut faire croire que quelqu'un, peu importe même le plus fou, le ceci, le cela, ce qu'on veut, fasse la guerre juste pour faire la guerre. Ça n'existe pas. Quand bien même ça existe chez personne, chez aucun dictateur, et non, ne me prononcez pas des dictateurs qui font point de Godwin. Enfin, je veux dire, non mais... Personne ne fait la guerre pour rien. Il y a toujours une motivation idéologique derrière ou une motivation tout court. En l'occurrence de Napoléon, faire croire qu'à chaque fois il a fait la guerre pour conquérir un morceau ou quoi, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, il a fait la guerre, on a fait la guerre à la France. Enfin, c'était une époque où en Europe, les différentes monarchies en déliquescence se faisaient la guerre. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui est que le film, dans sa manière de considérer Napoléon, non seulement il est assez confus, mais il est aussi totalement asymétrique dans la manière de considérer Napoléon par rapport aux autres monarques. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez injuste là-dedans. Ah bah, d'autant plus que il veut montrer la monarchie absolue comme un crime, en fait, parce que en fait, il montre l'échec de la Révolution qui accouche finalement d'une sorte de monarchie. Hein. Il devient un empereur, etc. Et en fait, c'est marrant parce qu'il combat contre quoi? Contre d'autres monarchies. Et d'ailleurs, les monarques, ils se sont tous liés entre eux pour faire destituer Napoléon, c'est parce que il est sorti d'après la Révolution et que c'était la fin du roi, la lignée des rois en France. Et que, la fin des Bourbons. Ouais, ils avaient peur que ça puisse aussi donner des idées dans d'autres pays. Je pense, l'idée c'était un peu ça. Bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est que Ridley Scott, Morgan, je trouve, il manque cruellement d'universalité dans Napoléon. C'est-à-dire que quitte à critiquer une monarchie, critique
la monarchie en soi. Ça ne sert à rien d'en critiquer une si c'est pour que les autres bénéficient d'un blanc-seing. Oui, bah, surtout qu'en plus on les voit à peine. Enfin, au contraire, il y a une forme de respect, de fascination à l'aristocratie. C'est quand même quelque chose, tu vois. En même temps, c'est ça Ridley Scott, alors évidemment, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un côté un peu malhonnête, effectivement, dans cette peinture de la. Oui, de toute façon, on peut parler d'une peinture de la monarchie dans le film, mais oui, je pense que c'est malhonnête de sa part. Mais après, je pense qu'il est tellement focalisé sur son sujet, hein, Napoléon, et l'idée de l'humilier, que en fait, ouais, c'est ça, le film, c'est un peu dérangeant, parce que je vois ce qu'il veut faire, donc humilier Napoléon, mais en fait, c'est toujours les mêmes ressorts, c'est toujours les mêmes scènes. Il n'y a pas d'inventivité, alors que par exemple, si tu veux faire une bonne humiliation, t'as le dictateur de Chaplin qui humilie en soi Hitler. Et c'est sur le ton burlesque, le film est drôle, c'est inventif. Je sais pas, il prend pas son spectateur pour un jambon, comme tu disais. Voilà, il y a vraiment un écart. Je trouve que c'est la misanthropie de Ridley Scott, elle a ses limites. Les gens se pâment devant. Ouais, c'est comme un grand cinéaste sombre et misanthrope, mais au bout d'un moment, en fait, il faut aussi qu'il fasse des films et pas juste des traités de misanthropie. Le film, il est ignoble. Pour moi, c'est un des pires films de l'année. Hein. Non, c'est vrai. Et puis, c'est pas grave, encore une fois, les choix, les batailles, Joséphine, bon, même si c'est un peu tarte à la crème, mais on est dans du Wikipédia. Je veux dire, moi, j'ai l'impression d'avoir le service public français qui a mis des millions sur la table pour avoir une fresque sur une grande figure historique française. Enfin, je veux dire... Même si là, pour le coup, c'est pas pour montrer positivement une figure historique française. Mais... Non, bien sûr. Et encore, je suis sûr que le service public est capable de production bien meilleure en matière d'histoire, tu vois, Morgane, mais... Le pari est à prendre. Bien sûr, mais voilà, c'est pas du tout convaincant. Je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui soient pas très contents en sortant du film. Et de mon côté, je pense que la version longue qui est plus ou moins annoncée, dont on entend déjà les rumeurs, elle sera pas à la hauteur. Je dis ça parce que, de manière générale, je suis un petit peu fatiguée quand des films de réalisateurs connus sont accusés de sortir dans une version tronquée. Et les fans s'agitent en affirmant que la version qui dure le double, voire le triple, elle sera forcément meilleure et que ce sera du vrai cinéma, chez soi, devant sa télé, à la regarder en streaming, en VOD. Au bout d'un moment, il faut apprendre à faire un film de 2h30, sinon ça sert à rien, autant poser la caméra et arrêter tout. Et puis, en dehors de ça, je veux dire, Scorsese, il a fait quoi? Un film de 3h20 qu'on a chroniqué il y a 2 épisodes à Arrêt Caméra, Killer of the Flower Moon, voilà, le film se tenait de bout en bout, ça n'avait rien à voir en termes de niveau. Alors, ça aussi, ça m'a fait halluciner. J'avais lu que, oui, mais pendant que Scorsese fait un film, Ridley Scott, en 4 ans, il est capable de faire 4 films. Bah pardon, mais quand on voit la qualité, c'est pas glorieux, quoi. Hormis le dernier duel, si c'est pour faire ça, fallait juste faire un film. Bah, c'est Ridley Scott qui l'a dit d'ailleurs, c'est en réponse aux questions. C'est vrai. Mais après, il n'y a pas de quoi être fier. Hein. C'est son côté provoque, voilà. Mais en fait, je trouve que ces provoques, elles se ressentent, en fait, elles tournent un peu à vide et ça se ressent dans son film qui est un pur film provoque, mais même pas intéressant dans sa provoque. On n'est pas, comment il s'appelle, Paul Verhoeven qui veut, quoi. C'est ça qui est problématique, quoi. Le film est ennuyeux. Il n'y a pas cette finesse-là et quand je vois un film comme celui-là qui m'a... Napoléon qui m'a autant désespéré, Morgane, tout ce que j'appelle de mes voeux, c'est les producteurs français de vraiment mettre des sous pour produire des films sur de grandes figures historiques françaises qui soient mieux faits. De toute façon, ils pourront être à ce stade que mieux faits. Moi, je suis pas forcément envie qu'on fasse des films sur les grandes figures historiques françaises, mais juste faites des bons films, quoi. Non, mais je veux dire, pour faire un film de costume, voilà, moi j'aime bien les films de costume. Je sais, toi, t'aimes bien les films de costume, mais faites des bons films, surtout. Sur cette note aigre-douce, nous passons à la suite du podcast en parlant justement d'un bon film français, un film d'animation, Mars Express de Jérémy Perrin. Premier long métrage de Jérémy Perrin, Mars Express est un ambitieux film d'animation de science-fiction français, comme tu l'as dit précédemment, Julie.
Présenté à Cannes en hors compétition, puis à Annecy en compétition, il a d'ailleurs bénéficié d'une réputation plutôt flatteuse. C'est comme ça, Morgane, que j'en ai entendu parler, que je t'avais tanné en te disant mais il y a ce truc-là qui sort, il faut aller le voir. Voilà, merci Julie, tu nous as emmené voir un bon film. Il faut dire que le réalisateur et animateur a une très bonne réputation, depuis notamment son travail sur les séries animées, Last Man et Crisis Young. Pour sa première fois au cinéma, il a notamment fait appel à des acteurs bien connus du grand écran pour doubler les personnages iconoclastes de son film, entre autres Léa Drucker et Mathieu Amalric. Julie, est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ce Mars Express ? Oui, alors j'ai essayé de faire un résumé qui soit, on va dire, le plus pédagogue possible, parce que moi, le film m'a perdu dans ses 10 premières minutes, je comprenais pas trop ce qui se passait. Donc j'espère que ce sera intelligible pour tout le monde. Merci Julie. De rien. Tant qu'à faire, on est en 2200 dans un univers complètement science-fictionnel. Une détective et son partenaire qui travaillent pour les autorités, la police, doivent arrêter une hackeuse bien connue. Mais une fois de retour avec la dite hackeuse sur Mars, ils sont contraints de la libérer. En parallèle, on les met sur une autre affaire, celle d'une jeune étudiante dont on ne sait si elle a été assassinée ou si elle s'est échappée et elle est juste disparue, ni pour quelle raison. Tout ça se complexifie un peu jusqu'à ce qu'on saisisse que, bien évidemment, ces événements sont intimement liés. Effectivement, on a une écriture qui rappelle pas mal de choses qu'on a pu voir dans le cinéma. Et le film, effectivement, il a beaucoup de références. C'est à la fois les limites et aussi la bénédiction du film, on va dire, parce qu'il arrive à justement à se servir de toutes ces références pour trouver son propre ton au fur et à mesure du film. Mais est-ce que c'est si problématique que ça, Morgane, les références du film ? Parce que j'ai vu beaucoup de gens le dire aussi. Moi, je les ai vus, mais ça m'a pas vraiment gêné au final. Bah, disons que la science-fiction, c'est un genre que j'adore, mais auquel j'ai toujours un peu de limite. Je trouve que c'est un genre qui a du mal à se réinventer. C'est vrai. C'est toujours à peu près les mêmes formules, les mêmes figures qui sont mises en scène. Alors, je vais faire une aparté. Peut-être que ce sont toujours les mêmes figures et le même type d'histoire mise en scène parce que c'est ce qui fonctionne médiatiquement. Enfin, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais de mon côté, dans ce que j'ai creusé en matière de science-fiction, je suis parvenue, dans ce que j'ai lu, à sortir de Isaac Asimov et Philippe K. Dick, pour ne citer qu'eux, qui ont eu une influence bien évidemment majeure sur la science-fiction. Un peu trop majeure, justement, parce que quand je vois Mars Express, je vois avant tout iRobot de Isaac Asimov et notamment Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques, soit le roman qu'a donné Blade Runner de Philippe K. Dick. Alors il y en a justement aussi, pour continuer rapidement sur les références Morgane, qui ont vu du Detroit Become Human de Quantic Dream, qui est en même temps est inspiré aussi de iRobot. Oui. Ayant fait le jeu, ayant fait et adoré le jeu, oui, il y a des liens entre eux, même si les scénarios ne sont pas du tout les mêmes. Oui, mais déjà, Detroit Become Human, je crois, s'inspire aussi de intelligence artificielle de Spielberg. Voilà. Alors, mais effectivement, tu as raison. Le genre en soi de la science-fiction, comme peut être la plupart des genres, se nourrit de ce qui a été fait avant et je l'entends complètement. Mais est-ce que justement, on arrive à faire le film en dehors d'être totalement transcendant dans ce qu'il montre, il y a un côté un peu c'est assez marrant parce que c'est un film d'enquête en fait. Oui, c'est un film policier sous prétexte de science-fiction au final. Ouais, autour de deux personnages. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit effectivement c'est un film qui fait penser à Ghost in the Shell. Effectivement, les deux personnages rappellent Batou et le commandant. Je n'ai plus le nom du personnage, la honte principale de Ghost in the Shell, mais ce n'est pas grave. Effectivement, ils ont ce côté un peu c'est un duo qui fonctionne sur la même dynamique, c'est assez vrai. Oui, ils ont leur côté un peu nonchalant. Alors, peut-être un peu plus encore dans Mars Express, parce qu'il y a un côté très français en fait dans les personnages, alors que c'est censé être des personnages qui sont dans une communauté où on devine qui est internationale. Complètement cosmopolite. C'est une colonie en fait sur Mars, mais on a l'impression que c'est une sorte de France miniature. C'est ça. Sur Mars, qui est assez. D'ailleurs, ils s'appellent tous avec des noms français quasiment. Enfin, à part Carlos, le personnage, le robot qui suit Aline.
Il y a bien le chanteur Carlos, Morgane, je vois oui, pas de quoi tu parles. Mais la plupart des personnages ont des noms français, francisés, et c'est assez marrant. Et encore plus, enfin, tu le ressens d'autant plus dans le jeu, en fait. Je le disais dans un texte que j'ai écrit un tweet que j'ai fait, je disais il y a un côté un peu à côté du genre, c'est-à-dire qu'en fait les personnages qui ont une diction, et je comprends qu'il y en a qui étaient un peu désarçonnés, qui disent que le problème majeur du film c'est le doublage, alors que pour moi je trouve qu'ils sont... Il y a beaucoup de gens, Morgane, qui ont relevé le doublage. Oui, c'est ça, je trouve qu'au contraire ils trouvent une voix propre, notamment grâce à ça. Il y a un côté vraiment, on a l'impression que c'est des personnages c'est Léa Drucker, tu la vois en fait derrière le dessin du personnage, et Mathieu Amalric pareil, derrière le dessin du personnage qui joue il fait le méchant dans le film. Il y a vraiment un truc quoi, et effectivement on a l'impression d'être à la fois chez Blade Runner, enfin chez Kadik et tout, et chez Desplechin et Bria, c'est assez marrant. C'est peut-être bizarrement, dans Mars Express, c'est pas tant l'univers, la science-fiction, ce que ça raconte qui m'a le plus plu, c'est l'humour. J'ai adoré l'humour du film, j'ai trouvé que c'était un des films les plus drôles de l'année, enfin avec cette espèce de ton pince sans rire qui m'a beaucoup parlé, parce que c'est un humour qui se base énormément sur des situations, des choses qui sont finalement nos contemporaines à nous, mais transposées comme ça dans une époque totalement futuriste. Et c'est pour ça que je te rejoins sur le doublage. Moi, je suis pas du tout d'accord avec les critiques concernant le doublage. J'ai trouvé Léa Drucker et Mathieu Amalric extraordinaires dans leur manière de doubler les personnages. Ils m'ont carrément rappelé du théâtre de boulevard. Enfin, c'est la même chose. Il y a aussi cet humour-là. Enfin, je veux dire, on sent... Enfin, on n'a pas l'impression, je trouve, dans Mars Express, d'avoir... Enfin, c'est pas pour critiquer les doubleurs dont c'est le métier, mais là, je sais pas, il y a quelque chose de différent par rapport à du doublage classique sur de l'animation, je trouve. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que ce sont plus des acteurs que des doubleurs qui étaient à l'œuvre dans le film. T'as raison, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une vraie interprétation dans un film d'animation qui d'habitude, c'est plutôt un métier de doubleur, même si on sait que c'est pas grave si ça n'y est pas, mais là ça fonctionne bien. On sait que le doublage c'est aussi l'interprétation, mais je veux dire là ça se sent encore plus, mais c'est aussi parce que le film fournit les moyens en fait pour donner cette impression, parce que par exemple tu le disais, effectivement il y a des trucs qui rappellent la vie réelle, notamment la scène où elle se bourre la gueule et qu'elle couche avec le type qui dirige une école là, de robotique. Oui, c'est un professeur, qui espèce de beau gosse, un peu je m'en foutiste, qui couche avec n'importe qui, et au final il préfère les rapports avec le robot, d'ailleurs ça on comprend. Et voilà, il y a cette scène assez marrante où elle se réveille, elle vomit, enfin c'est assez c'est très, 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 très commun comme situation, mais dans un film de science-fiction on retrouvait ça au milieu d'une enquête complètement complotiste, et ça fonctionne, et c'est assez marrant. En fait c'est un film de science-fiction, de manière générale un film d'animation surtout, qui assume totalement, et là aussi j'ai trouvé que c'était un super parti pris du film, d'être un film d'animation pour adultes. C'est-à-dire que souvent il y a quelque chose comme ça à cheval, enfant, adulte, pour pouvoir plaire à un plus grand nombre, parce qu'on sait très bien que l'animation, enfin on va pas se cacher derrière son petit doigt Morgane, l'animation qui marche le mieux, c'est l'animation pour les enfants. Parce que encore aujourd'hui, on considère malheureusement beaucoup trop qu'on fait de l'animation, du dessin animé que pour les gosses et pas pour les adultes. Donc c'est là, ce qu'on avait dit quand on parlait du film de Pixar élémentaire, oui. Le fait qu'il y ait des films qui arrivent à trouver un ton entre deux, mais là pour le coup je trouve que Mars Express ça reste quand même c'est un parti pris adulte. Voilà, c'est plus adulte quoi. Et c'est pour ça que je parlais de l'humour pince sans rire, c'est que c'est un humour vraiment d'adulte. Il y a quand même des problématiques légères qui sont abordées, comme le running gag qui m'a beaucoup fait rire sur... Carlos qui n'arrive pas à faire sa mise à jour parce que c'est un robot, et du coup comme il peut pas faire sa mise à jour, il y a des situations où il est toujours en décalage par rapport aux autres robots. Moi j'ai trouvé ça très drôle, je veux dire. Qui n'a jamais eu de problème de mise à jour dans son travail au quotidien? Oui, et ça se trouve à la fin, d'ailleurs c'est le problème de mémoire comme un téléphone en fait, c'est ça qui est marrant aussi. Et ça trouve à la fin aussi un intérêt, parce que du coup il y a une sorte de twist scénaristique grâce à ça. Mais c'est pas juste un running gag pour faire joli, il y a quelque chose qui se joue dans le scénario grâce à ça, et c'est plutôt intelligent comme procédé. Dans des choses on va dire un peu plus lourdes, il y a l'humour qui parle aussi de problèmes assez graves comme l'alcoolisme, qui, encore une fois, fait que Mars Express est un film qui s'adresse plutôt aux adultes. Il y a l'humour
concernant la drogue, ou pour le dire vulgairement, la défonce, puisque les robots ont un processus un peu particulier de lien entre eux qui ressemble aux effets de drogue dure. Enfin, je veux dire, le film, il va quand même assez loin quand on y repense dans ce qu'il montre dans sa manière de le dire. Et c'est très rafraîchissant. Oui, je dis, en fait, ils se font déplomber, c'est-à-dire qu'ils deviennent libres. D'un coup, ils ont une sorte de libre arbitre. Et qu'est-ce qu'ils font? Les premières choses qu'ils font, c'est ils se droguent et ils couchent avec d'autres robots. Ça fait très hippie dans les années 70 sous LSD. Voilà, et c'est assez marrant, ça donne des séquences assez cocasses, notamment de robots qui titubent dans la rue, qui font n'importe quoi, ou de robots qui sont pris dans une stase où on sait pas trop ce qu'ils font au début, et en fait, on comprend que grâce à un personnage tierce qui dit que les robots font que baiser quand ils sont. C'est ce que je la cite texto, on a dit ça. Ils font que baiser quand ils deviennent libres, en fait, et c'est assez marrant du coup d'avoir cet horizon-là, parce que bon, dans un film d'animation pour enfants, on n'aurait pas ces phrases-là comme ça. Et ça fait du bien de voir du cinéma, c'est vrai, d'animation pour adultes, mais du vrai cinéma d'animation pour adultes. C'est vrai qu'on le voyait moins à l'écran. Et j'irai même plus loin. Moi, c'est un ton que ces dernières années, j'ai rarement trouvé dans des films de science-fiction, Morgane, que ce soit de l'animation ou pas. Enfin, la science-fiction, c'est un genre, pour ces dernières années, qui est très sérieux, voire peut-être trop sérieux. Denis Villeneuve, quoi. Oui, non, mais Denis Villeneuve ou même Nolan. En vrai, Nolan, j'ai beau adorer Nolan, c'est pas le type le plus drôle de la Terre, quoi. Ah bah non, pas du tout même, mais... Et là, on a, je trouve, un équilibre subtil entre humour et en même temps, une partie dramatique, parce que l'histoire, elle est assez dure. Hein. Ça parle comme je l'avais déjà dit, d'alcoolisme, ça parle aussi de prostitution, ça parle de complot mondial, de mainmise de la finance sur toutes les sphères de la vie, qu'elles soient privées ou publiques. Enfin, ça parle de beaucoup de choses qui sont pas évidentes à encaisser. Ouais, et puis le film il trouve aussi une émotion un peu salutaire vers la fin où en fait on se raccorde au récit du robot plutôt que au récit d'Aline. Et il y a un truc un peu alors bon, il va pas au bout du truc parce que enfin de sa scène, mais c'est normal, ça laisse un suspense et je trouve ça assez bien mené. Peut-être qu'il y aura une suite, peut-être qu'il y aura pas de suite, et d'ailleurs c'est pas grave s'il y en a pas, tant mieux, mais parce que la scène finale qui coupe justement sur ça se suffit elle-même. Il y a c'est vrai qu'il y a un... Et d'ailleurs, ça ressemble aussi un peu à Intelligence artificielle là-dessus, et je trouve ça super d'ailleurs, parce que c'est un film de science-fiction qui est pas souvent cité, et pourtant je trouve que sur la robotique, c'est peut-être le plus passionnant de tous les temps. Et donc dans Mars Express, il y a ce côté humaniste qui sort à la fin et qui est un peu philosophique aussi d'ailleurs, sur qu'est-ce que c'est qu'un robot, qu'est-ce que c'est que se servir de robots dans notre société, d'ailleurs dans notre société de plus en plus, hein, on utilise l'IA, on utilise des machines, donc de plus en plus on se rapproche de ça au final, mais c'est ça qui est un peu flippant d'un côté, mais voilà, le film assume ça à la fin, et en fait tout ce qui était un peu rigolo est évacué pour ou alors aussi d'action, parce qu'il y a de l'action dans le film, l'enquête est évacuée pour ensuite aller vers une fin limite grandiloquente et beaucoup plus profonde que ce que pouvait laisser être pensé le film au départ, quoi. Il y a quelque chose aussi que j'ai trouvé assez plaisant, Morgane, dans Mars Express, c'est que malgré toute la technologie, l'aspect, on va dire, un peu complexe des termes employés, des agissements des personnages, des choix qu'ils font, enfin qui sont pas forcément d'emblée compréhensible par rapport à notre propre époque à nous, ils ont des problématiques qui sont vraiment communes avec les nôtres. C'est-à-dire que c'est un film, on l'a déjà vu par le passé, et tu l'as dit finalement en tes termes, Morgane, mais c'est un film qui parle de liberté de conscience, de jusqu'où la machine se rapproche de l'être humain, de toutes ces choses-là qui sont certes des thématiques habituelles des films sur les robots, mais il va, je trouve, un peu plus loin parce que ça a beau être de la science-fiction, ces gens-là, les personnages donc dans Mars Express, ont les mêmes problèmes que nous. Tout à l'heure, je parlais des mises à jour, mais il n'y a pas que ça. Quand je disais que le film parle de la mainmise de la finance sur toutes les sphères de la société, on est dans notre époque à nous où l'argent appelle l'argent et où les gens qui ont beaucoup d'argent veulent quand même encore et toujours plus de l'argent. Et le film montre ça. Il montre que malgré le changement d'époque, ça n'a absolument pas changé. De la même manière qu'il montre que les gens qui n'ont pas d'argent
sont obligés d'avoir recours à des métiers un peu illégaux ou des situations de vie qui peuvent leur porter potentiellement préjudice. Comprendre la prostitution. Et là encore, malgré le changement d'époque, on est exactement dans les mêmes choix qui sont faits à terme par les personnages. Et je trouve ça assez intelligent de ne pas avoir cherché, à absolument tout bousculer au prétexte de la science-fiction, comme le fait d'avoir montré que c'était un monde, celui de Mars Express, un monde assez glauque, malgré des tas d'avancées technologiques, parce qu'on voit des choses qui font carrément dystopiques, comme par exemple quand on voit un grand patron dans sa fausse piscine, ou alors dans Mars Express, il y a un ciel bleu éternel, il fait tout le temps beau, comme à Los Angeles, il fait tout le temps beau, mais on comprend à la fin que c'est un ciel bleu qui est virtuel, qui est simulé, c'est un ciel bleu de pacotille. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là dystopique qui nous dit que même si ce futur-là semble enviable parce qu'il n'y a plus de problèmes sexuels, parce qu'on peut avoir des rapports sexuels avec des robots et plus avoir de problèmes éventuels de consentement, c'est ce que le film dit, ce que moi je trouve assez affreux, mais bon, le film montre ça et je trouve que c'est plutôt bien fichu. Il nous montre quand même cet envers du décor qui est, sous certains aspects, presque plus trash que notre propre époque à nous. Ah bah, je pense que ça aurait pu être les phrases de conclusion sur le film. Juste, je voulais dire un mot sur l'animation, parce qu'on n'a pas parlé quand même d'animation. Vas-y, je t'en prie, j'ai fait un énorme tunnel. C'était très bien. Non, c'est juste que l'animation, pour le coup, est très belle. Je connaissais vite fait le travail de Jérémy Perrin, parce que j'avais vu des images de ces séries, je les ai pas regardées. Je connais la BD de Bastien Vives. Bon, c'est trigger warning, c'est pas bien Bastien Vives, c'est parce que voilà, mais en tout cas, The Last Man, c'est une très bonne BD de base. Et la série animée, il paraît qu'elle est géniale, et du coup elle singe un peu le style de Bastien Vives qu'il a eu pour Last Man, mais il trouve aussi sa propre voix, de ce que j'avais en tout cas regardé. Crazy Young, j'avais des amis qui avaient regardé à une époque, j'avais un peu zioté, mais j'avais pas regardé non plus, mais voilà, il trace son sillon et il a vraiment une animation qui lui est propre, et je trouve que c'est toujours intéressant. Bon, en France on est bon en animation, hein, ça on le sait déjà, mais bien sûr, et le film en témoigne encore une fois par rapport à cette animation de qualité. Puis en plus, ça traite de. Enfin, c'est un film de science-fiction de cette ampleur-là. Il n'y en a pas eu des masses non plus, même dans le cinéma de science-fiction, le cinéma d'animation français. Il n'y a pas eu de films de ce genre, en tout cas en France, qui abordaient des thèmes pareils et qui se voulaient comme une sorte de version 2020 de Blade Runner, quoi. Oui, et puis, si tu me permets de conclure, Morgane, je dirais que cette année 2023, on n'avait finalement pas eu de film de science-fiction véritablement notable. Et là, avec Mars Express, c'est chose réparée. Voilà, il a réussi, et c'est français, cocorico. On passe aux sorties VOD de la semaine avec la comédie Bottoms qui est tombée sur Amazon Prime Video. Déjà remarqué pour son Shiva Baby, qu'on n'a pas vu, Morgane. Et non, je n'ai pas vu. Le film était sur Mubi, je crois. J'avais pas Mubi à l'époque. On n'a pas pris le temps de le voir. La réalisatrice canadienne Emma Seligman continue sur sa lancée avec la comédie Bottoms, sortie directement en France sur Prime Video. On y retrouve de son film précédent l'actrice montante Rachel Sennott, qui est aussi scénariste sur le film Bottoms, et l'amie de Rachel Sennott, Ayo Edebiri, avec qui elle a démarré dans le stand-up aux États-Unis avant de transitionner vers le cinéma. Morgane, est-ce que tu peux nous faire le résumé ? Bah tu vois, je sais même pas qu'elles étaient amies dans la vraie vie, donc du coup je comprends. Ah, je travaille les scripts du podcast, Morgane. Elle est très forte, Julie. Du coup je comprends un peu l'alchimie des deux actrices dans le film. Donc effectivement, en plus les meilleures amies impopulaires du lycée de Bottoms, je n'ai plus le nom de la ville d'ailleurs, Pidgey et Josie créent un club de combat au lycée pour rencontrer des filles et accessoirement surtout perdre leur virginité. Elles sont lesbiennes d'ailleurs, c'est important de le dire. Elles se retrouvent vite dépassées lorsque les étudiants les plus populaires commencent à se battre au nom de la légitime défense. Alors, je dois un petit peu raconter le contexte dans lequel on a vu Bottoms. On disait qu'on voulait voir Morgane en préambule dans l'introduction de l'émission Salburn,
qu'on n'a pas pu le voir parce que voilà, nous ne regardons pas. Bah oui, mais on ne télécharge pas les films non plus. Enfin, soyons honnêtes, on télécharge pas les films pour le podcast. On essaie de les voir toujours dans des modes de diffusion légaux pour que vous puissiez également les voir dans des modes de diffusion légaux. Ce qui fait que on s'est rabattu sur Bottoms. C'est surtout qu'on parle de films qui sont disponibles. On va pas vous parler d'un film qui n'est pas disponible, ce serait scandaleux. Oui, bah oui, un petit peu d'honnêteté dans ce monde qui n'en a pas suffisamment. Donc, on s'est lancé dans Bottoms à reculons. C'est pour ça que je voulais un peu parler de contexte. Moi, je croyais que ce serait nullissime. Tu croyais aussi, Morgane, que ce serait nullissime. Enfin, je croyais que ce serait vraiment... C'était un peu la patate chaude des États-Unis toute récente, parce qu'il y avait quand même un petit plébiscite critique public là-bas, mais bon, j'admets l'avoir pris de manière condescendante de haut, et au final, le film a été une bonne surprise. Alors déjà, j'ai trouvé que c'était un film très original. Je m'attendais pas à ce qu'on voit deux amies lesbiennes au lycée qui reprennent les codes beaufs de la comédie américaine des années 2000, pour ce que j'en connais. Même 90, tu peux dire, ouais. Oui, ce qui est pas beaucoup, mais j'en connais quand même un petit peu. Comédie, enfin teen movie surtout. Voilà. Et là, j'ai trouvé que le ton était pas mal. Alors bon, l'histoire... forcément, elle est tirée par les cheveux, il y a des exagérations, mais c'est tellement appuyé que ça en devient souvent drôle. Et il y a quelque chose de quasi inédit dans ce film-là. Et quand j'ai vu ce film-là, Bottoms, Morgane, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, je sais pas si on verra ça en France un jour. Effectivement, Julie, faire une comédie woke, entre guillemets, parce que c'est un peu le terme à la mode pour ce genre de film, parce que ça en est, hein, c'est un film woke en soi, sur le papier en tout cas. Souvent, d'ailleurs, on en voit beaucoup sur Netflix, d'ailleurs, des comédies woke. C'est souvent très lisse, en fait, cette manière de faire des films comme ça, on recherche le consensus. Même Bros, en soi, qui était un film sympa, on avait fait la critique l'année dernière, ça restait quand même un film qui suivait en fait les comédies rom-com, les comédies romantiques américaines avec leur structure narrative, mais avec tout un décorum, on va dire, qui était propre à la communauté gay, queer. Et là, pour le coup, le film, alors à la fois, il embrasse effectivement tout un genre un peu impur de la comédie. C'est encore pire que la comédie romantique, les teen movies, American Pie, etc. Oui, c'est le film popcorn par excellence. Ouais, et puis le film beauf est surtout très misogyne, on va dire. Donc il l'embrasse complètement. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il pour une comédie woke, il l'assume complètement. C'est-à-dire que les personnages féminins, et c'est vrai, et d'ailleurs on leur reproche dans le film, elle crée une sorte de communauté, un groupe pour parler de féminisme, de se battre, etc. Mais à la base, c'est surtout pour pécho et coucher avec des nanas. Enfin, et c'est assez marrant, Morgane, que le film Bottoms assume ça. D'ailleurs, il l'assume dans une chose qui, à titre personnel, m'a fait beaucoup rire, qui est un pastiche de Fight Club de David Fincher. C'est-à-dire que quand on y pense, Fight Club, c'est un film qui se prend tellement au sérieux, et Fincher lui-même a beau se désoler du fait que Fight Club est un film dont se sont emparés les masculinistes, les incels. Parce que en fait, les personnages du film sont des masculinistes qui créent un groupe de masculinistes qui veulent... Il y a rien d'étonnant là-dedans. C'est un peu facho, quoi. C'est ça. Et donc, que Bottoms parodie ça et en fasse un club pour pécho pour des femmes, mais en étant bien évidemment plus amical et plus léger, ouais, moi, ça m'a beaucoup plu, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez... de projets qui se moquent de Fight Club, et un film aussi sérieux que Fight Club ne peut qu'être moqué. Et effectivement, en plus, c'est fait avec un ton irrévérencieux. En fait, c'est ça que j'aime dans le film, c'est que c'est un film en soi. D'ailleurs, c'est souvent galvaudé comme mot, mais c'est vraiment un film punk pour le coup, jusque dans sa structure, parce que effectivement, le film. Ça a à la fois son principal défaut, c'est que finalement il raconte pas grand chose d'intéressant, mais dans sa succession de gags jusqu'au gag final qui est complètement absurde, où il y a des gens qui se font tuer et qui est très gore, et très gore, oui, l'explosion finale de gore, mais en fait c'est complètement absurde. On cite beaucoup Zaz, en fait c'est Zucker, Abraham Zucker, qui sont des réalisateurs qui faisaient des comédies absurdes et loufoques, notamment y a-t-il un pilote, un flic dans l'avion, c'est ça le titre, et tous ses dérivés,
où ça partait complètement dans un délire. Le film, il assume complètement ce glissement, en fait, où on part de la comédie pseudo-réaliste, parce que bon, effectivement, il y a un cadre, ça cite notamment des théories, des films, etc., qui sont des films qui existent dans la vraie vie, pour ensuite aller dans la fantaisie totale. Mais alors la fantaisie, on n'aimerait pas y être, parce qu'il y en a qui se font trucider. Ah non, il y a une scène absolument ahurissante enfin, on suppose qu'elle est lesbienne, hein, on va dire un peu le troisième larron du film, qui se fait massacrer, taper dessus devant tout le monde. Et au final, c'est pas... c'est une scène qui se veut assez mordante et cynique. Au final, c'est pas le type qui l'a cogné devant les yeux d'un stade rempli qui subit l'opprobre, mais c'est deux amies à elle, y compris de la part de la victime, qui sont critiquées parce que depuis le début, elles ont menti. Et j'ai trouvé que c'était la séquence la plus intéressante de Bottoms, parce que c'est peut-être la séquence qui parle le mieux dans le film, de la fameuse hypocrisie états-unienne, qui est d'à chaque fois désigner des mauvaises victimes parce qu'elles n'ont pas respecté la morale, alors qu'il se passe des choses horribles sous les yeux des gens auxquels ils font absolument pas attention. Et ça, pour moi, ça participe aussi de la liberté d'écriture de Bottoms, qui est certes, tu l'as dit Morgane, un film woke, enfin c'est un film LGBT de toute manière, mais qui est un bon film LGBT parce que encore une fois, dans cette écriture, la réalisatrice, elle n'hésite pas à appuyer, elle n'hésite pas aussi à jouer avec ses personnages. Et il y en a qui ont, de mon côté, constitué des bonnes surprises. Par exemple, j'aime pas trop le mannequin Kaya Gerber, qui est la fille de Cindy Crawford. Je suis pas une fan, mais on s'en fiche à la limite. Et là, dans son rôle d'actrice... qui rigole jamais, qui fait toujours la même tête, qui est monolithique. La réalisatrice joue de ça. On sent aussi que les actrices plus expérimentées que j'ai citées au début du casting, elles jouent aussi de ça avec elle. Et voilà, chaque personnage a une fonction comme ça bien distincte et le tout marche bien ensemble. En fait, c'est une alchimie qui fonctionne, notamment parce que effectivement l'actrice Rachel Snow est impliquée dans l'écriture. Effectivement, l'actrice Aya Edibiri ou Ebidiri, je ne sais plus. Alors c'est Ayo Edebiri, excuse-moi, excellente. C'est d'ailleurs une sensation, je crois, montante, parce que Paul Mescal lui-même a dit qu'il voudrait jouer dans une comédie romantique avec elle. Je pense qu'on va la retrouver dans des gros films les prochaines années. Et d'ailleurs, au passage, j'ai vu qu'elle était... j'en profite parce que je l'ai lu en faisant des recherches, Morgane, sur le film. Elle est au générique de Thunderbolt, le prochain Marvel. Voilà, donc effectivement, des acteurs qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres choses. Et effectivement, elle est amie avec Rachel Snow. Enfin, on sent qu'il y a vraiment une alchimie d'écriture et elles savent ce qu'elle représente, elles savent le montrer avec le bon ton. Et tu parlais de trouver, même dans tout le délire, une sorte de vérité, en fait, d'une certaine vérité de l'Amérique. C'est aussi ça la force du film, c'est que en fait c'est pas juste du délire pour du délire, c'est qu'en fait c'est délirant, mais ça reste toujours au final ancré avec une forme de réalité. Et c'est juste que en fait c'est les potards qui sont poussés à fond, mais voilà, au final c'est un peu ça le lycée, quoi. Bien sûr. Et surtout le lycée américain, hein. La France c'est quand même un peu moins et encore heureux, mon Dieu, quel cauchemar. Mais Bottoms est assez potache, mais il y a toute une partie qui prend absolument pas de gants, qui m'a énormément, qui m'a plu, c'est assez jouissif. C'est toutes les vannes autour des hommes dans le film qui sont caricaturaux à l'excès, que ce soit dans les propos élégiaques concernant le football américain ou les professeurs qui peuvent pas s'empêcher d'avoir des comportements un peu limites avec leurs élèves en leur parlant de leurs problèmes, en ramenant tout à eux, ou le proviseur qui ne pense qu'à la gloire de son école au détriment des horreurs qui peuvent s'y passer. Par exemple, des élèves qui se font malmener ou autre. Ben non, c'est pas grave, il faut que mon équipe... gagne, ou de la toxicité des compétitions sportives. Enfin, le film adresse quand même pas mal de sujets sérieux avec cet humour.
Ouais, il y a un vrai. Enfin, déjà, il y a une connaissance de la comédie latin movie américaine. On sent qu'elles ont regardé John Hughes, On sent que c'est Heathers. référencé. Ouais, Heathers, tous ces films-là, des années 90. Mais elle arrive vraiment. Spiegelman a vraiment. Spiegelman, je confonds avec Art Spiegelman, excuse-moi. Non, ce n'est pas l'auteur de Mouse qui a réalisé Bottom. Et elle arrive vraiment à trouver son ton et à modeler le film. C'est Seligman. Seligman, excuse-moi. À trouver le ton qu'il faut. Et franchement, moi, j'étais assez subjugué par le film. C'est pas un chef-d'œuvre, mais. Non, mais c'est un bon film qu'on regarde sur sa télé un samedi soir non, pour se marrer avec ses amis. Et c'est déjà bien en soi. Ah non, même au-delà, moi, je trouve que c'est une pépite, pour le moi, film. Oui, mais... une pépite, carrément. Oui, je trouve que c'est une des meilleures comédies faites même en France, partout, mais surtout aux États-Unis, qui est un genre qui est un peu à la traîne depuis pas mal d'années, avec la disparition progressive des acteurs. On les voit plus, les grands acteurs. Parler concrètement, Morgane, si tu devais faire un top comédie de l'année, Bottom serait combien pour l'année 2023? Comédie tout genre confondu? Juste comédie. Film comédie. Premier, oui, évidemment. En premier, ok. Le film, de toute façon, il va finir pas loin de mon top 10, mais pas top 10, mais pas loin. Enfin, il serait dans mon top 20, quoi. Et voilà, il est pas parfait, mais je le trouve tellement attachant et fou, en fait. Il y a vraiment des trucs fous qui se passent dans le film, et c'est assez génial de voir qu'on arrive encore à faire du cinéma comme ça. Et en plus, il y a la musique de Charlie XCX, donc voilà, tout était réuni. En fait, tu es un vendu. Enfin, je veux dire, je suis obligée de le dire. Non, de mon côté, j'ai peut-être été moins enthousiasmée que toi, mais parce que après, voilà, à titre personnel, je suis pas une cliente des comédies américaines. C'est pas un genre qui me marque, même si je pense savoir reconnaître quand un film de type comédie à l'américaine est plutôt bon. Là, c'est le cas en l'occurrence. Mais il y a effectivement des choses référencées, des choses plus ou moins classiques à ce genre qu'on trouve dans le film. Mais il y a aussi tout un aspect novateur dont on vient de parler, Morgane, mais qui me fait me dire que, mine de rien, j'ai l'impression qu'il y a encore 1 ou 2 ans, on lisait des avis, des propos assez défaitistes sur la comédie américaine. Et c'est peut-être parce qu'on a vu Bros et qu'on avait chroniqué dans Arrêt Caméra et que là, on voit Bottoms. Je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un genre qui, en fait, est en total renouveau, notamment grâce à la communauté LGBT. Ouais, et puis les nouvelles générations, effectivement, il y a eu une sorte de vide un peu parce que il y a eu tous les grands acteurs, Steve Carell, Will Ferrell, John C. Reilly, qui ont cherché, alors soit il y en a qui ont cherché à faire du cinéma plus sérieux, donc Steve Carell, John C. Reilly, soit qui ont enchaîné les bides au cinéma. Malheureusement, Will Ferrell, c'est un peu son cas, alors que pour moi, c'est un des plus grands acteurs tout court, même de tous les temps, et très grand acteur comique en tout cas. Et même Jim Carrey, il a disparu. Et je veux dire, il y avait besoin en fait de trouver des nouvelles têtes. Il y a eu un peu cette mode des mecs qui font du stand-up qu'on a mis au cinéma, mais ça n'a pas trop fonctionné finalement. Et là, on trouve des nouvelles voix, effectivement. Bottoms, tu l'as dit, Bros. Et je crois qu'il y a d'autres films qui vont arriver d'ici quelques temps. Et j'y crois. Oui, et puis là, j'en reviens au casting, mais que ce soit Rachel Sennott ou Ayo Edebiri, elles ont quand même une personnalité qui est très attachante et elles ressemblent pas au commun des actrices américaines telles qu'on les voit qui, désolé, mais elles ont toutes le même nez, les mêmes joues, les mêmes opérations de chirurgie esthétique et elles gardent encore leur personnalité authentique. C'est vrai qu'elles ont le physique un peu entre guillemets ingrat parce qu'elles sont pas laides. Alors qu'en vrai, elles sont jolies, mais oui. C'est pas une beauté qu'on voit à Hollywood. C'est ça. D'habitude, c'est réservé aux comiques en fait de pas être beau. Et c'est le cas. Elles ne sont pas belles dans les critères hollywoodiens, mais voilà. Mais ça fait du bien. Ça fait surtout que c'est des très bonnes actrices. Moi, je les connaissais pas avant. Rachel Sennott, je connaissais vite fait parce que elle avait fait des trucs, notamment The Idol. Moi, j'ai pas vu tout ce qu'elle a fait, mais je connaissais de nom, de visage. Bodies l'année dernière, un film à 24 que je n'ai pas vu non plus, mais qui est un film, une sorte de slasher qui contrebalance le genre.
genre. Mais voilà, c'est un peu une actrice qui devient hype. Mais pour le coup, c'est mérité. Hein. Je trouve que moi, j'ai vu que Buttons, mais pour moi, je la trouve hilarante dans le film. Donc ça m'étonne pas que. Et Ayo, c'est pareil. Elle est très 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 drôle. Bah Morgane, ça donne plutôt envie de voir le reste. Donc voilà. Bah, si vous êtes abonné à Prime Video, on ne peut que chaleureusement. On le sait que vous êtes abonné. Vous avez fait le Black Friday. Vous avez tous acheté des trucs sur Amazon. Vous avez fait la livraison en un jour. Ne venez pas nous mentir. Et donc, on a fini avec le programme de ce 28e épisode. Il est temps d'annoncer, comme d'habitude, le 29e épisode d'Arrêt Caméra qui sortira dans 2 semaines. Pour commencer, je crois qu'on l'a un peu teasé, il y aura Past Lives de Céline Song. Tu te trompes à chaque fois, Morgane. En fait, c'est une blague entre Morgane et moi, c'est que Past Lives, je crois pas qu'il est... Si, la sortie a été avancée. Non, il sort le 12, non ? Il sort le 12. Alors, la sortie a été avancée. C'est moi. Non, parce que, en fait, pour expliquer à nos auditeurs, c'est un peu un running gag entre Morgane et moi, c'est qu'à chaque fois, il avance la sortie de Past Lives et je lui dis que non, c'est pas pour l'épisode prochain. Ils l'ont reculé au départ aussi. Voilà, c'est pas pour l'épisode prochain, mais l'épisode suivant. Et là, il se trouve que quand on est en on, je viens de me faire avoir. C'est la première et la dernière fois. C'est les aléas du direct. Donc, Past Lives de Céline Song. Ah non, t'as raison, il y est pas en fait. Tu vois qu'il n'y est pas. Je savais qu'il n'y était pas. Donc, c'est au moins la 4e fois que tu avances beaucoup trop Past Lives. Donc, Past Lives ne sera pas pour le 29e épisode d'Arrêt Caméra, il sera pour le 30e. C'est définitif. Merci, c'est vrai. Moi, pour moi, à la base, il devait sortir fin novembre. Hein. Je me souviens, il y avait quand on a eu le carton presse, c'était fin novembre. Donc c'est pour ça que je suis complètement perdu. Excusez-moi. En même temps, il y a 10 films qui sortent par semaine. C'est normal d'être perdu. Donc, je ne t'en veux pas. Mais c'est la dernière fois. Julie, tu annonces le vrai et le bon programme de Allez, la prochaine épisode. Pour moi. Donc, ça va être qu'on a déjà vu Perfect Days de Wim Wenders. Oui. On va aussi se coller à pas faire un vœu, mais aller voir Wish. Ouais, on espère que ce sera pas du niveau justement du site d'e-commerce. Je crois que la blague elle va être faite 1000 fois, mais bon allez, on va oser la faire si c'est nul. On sera les premiers. Donc c'est le prochain film Disney. Peut nous l'emprunter. Voilà. On va aussi aller voir La Chimère de Rohrwacher. Oh bon Dieu. Alice Rohrwacher, ouais. Et en streaming, on ne sait pas encore, mais nous planchons dessus. Peut-être Saltburn, mais qui sait, c'est l'Arlésienne ce film. Non, on va Je veux voir Saltburn, même si tout le monde dit que c'est nul. On va trouver un film, vous en faites pas. On va essayer de trouver un bon film VOD parce que là, on était sur un peu on est sur une bonne dynamique, je crois, depuis quelques temps. Donc, on s'en sort bien. On ne regarde pas que des bouses. Voilà. Faut bien que quelqu'un les regarde, Morgane, ces films. Pour prouver qu'il y a du cinéma, même dans les plateformes. Donc, même si pour le coup, Bottom, c'est parce qu'il a été acquis par Prime Video. Après, il est sorti en salle aux États-Unis. Mais bon. Non, mais on fait notre job, disons, notre mission de curateur et pas du nez. Sur ce, on vous dit à la prochaine, à dans 15 jours. Bonne écoute. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, tout est sur notre lien Linktree dans notre bio Twitter du compte Arrêt Caméra. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé cet épisode. On espère vous avoir fait rire et pas pleurer. Et on vous dit à la prochaine. Ouais, magnifique Julie, à la prochaine.